Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Jean-Paul, merci de ta venue sur Voice of Industries. On est ravis de t'avoir ici pour échanger sur un sujet d'actualité et qui est, je pense, assez primordial pour notre industrie, l'empreinte énergétique et la décarbonation. Peux-tu te présenter, nous en dire un peu plus sur ton activité au sein du GITEC ? Oui, donc Jean-Paul Tissot et je suis sur le sujet énergie depuis environ 2010. À l'époque, j'ai été détaché par un de nos directeurs pour analyser les économies d'énergie potentielles qu'il pouvait y avoir sur notre site. Et à l'époque, c'était devant aussi le prix important du gaz naturel. Mais je faisais ça en plus de mes autres activités, donc ça représentait à peu près 10 à 20%. C'est comme je dis toujours, c'était un hobby jusqu'à ces dernières années. Et devant la montée en puissance des sujets environnementaux, la sobriété qu'on a entendue dernièrement, on a eu le Covid aussi qui a fait bouger les choses, on parle de décarbonation, etc., etc. On a créé début 2022 sur UGTech le pôle développement durable. Pôle développement durable qui regroupe toute la partie environnement, énergie, et on a créé un nouveau service, transition énergétique. Donc depuis, je suis responsable de la transition énergétique sur UGTech. Et là, par contre, je suis plutôt à 80% sur l'énergie par rapport aux 20% d'avant. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'activité du GITEC, plus particulièrement ? Donc UGTech, c'est plus de 110 ans d'existence. On a été l'usine a été construite au pied des gorges de l'Arly en 1908 par un ingénieur suisse, Paul Giraud, qui l'a installé ici pour l'eau, tout simplement, pour permettre, pour avoir de l'énergie et de l'eau de refroidissement. Donc c'est un peu comme toutes les industries du coin où on s'est installé au pied de montagnes avec de l'eau pour pouvoir faire tourner nos outils. On fait partie d'un groupe suisse-allemand qui s'appelle Swiss Steel Group aujourd'hui, depuis 2006. On est sorti d'Arcelor juste avant la reprise par Mittal. On est spécialisé dans la production d'acier inoxydable. On fait que de l'inox en barres et en produits longs. Donc soit des barres, du fil, de l'hexagone, du rond à béton, de toutes les dimensions que vous pouvez retrouver. Et tout est issu d'acier de récupération en majorité, qui est fourni par des ferrailleurs, et aussi d'alliages comme le nickel, le chrome et bien d'autres minerais. L'avantage des aciers inoxydables, c'est que depuis tous les temps, ils ont la faculté de résister à la corrosion. Ils sont durables, donc ça tombe bien dans ce nouveau monde de durabilité. On est dedans depuis plus de 100 ans. Et aujourd'hui, on veut être la référence dans ce domaine, dans le domaine des inox. Et on propose des solutions de qualité, pour certains qui sont encore inégalées, mais ça commence à être compliqué avec la concurrence mondiale. Et par contre, notre force d'être français, ce que nous dit notre directeur, c'est demain, la différenciation, ce sera notre empreinte environnementale. On ne pourra pas concurrencer les Asiatiques. Notre référence, ce sera le développement durable et le RSE et tout ce qui va avec. Bon, ça tombe bien pour le sujet qui nous anime aujourd'hui. Pour faire le lien avec tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la place de l'énergie dans une activité comme celle que vous avez chez UGTech ? Donc à UGTech, l'énergie elle est importante dans notre activité, mais on n'est pas pour autant électro-intensif. Vous avez vu dans la presse les 50 plus gros consommateurs, nous n'en faisons pas partie. Et des choses sont en train de se mettre en place pour que justement nous on arrive un peu à se détacher du lot parce qu'on est quand même gros consommateurs. On consomme autant d'électricité que de gaz naturel, donc environ 250 gigawattheures par an. L'électricité, ça représente 50% de nos consommations avec nos 2 fours électriques. Donc c'est une aciérie électrique avec 2 fours de fusion. On n'est pas dans les hauts fourneaux ou ce qu'on peut entendre au niveau de la presse pour la décarbonation de Mittal ou autre, avec de l'hydrogène, etc.
Et puis des consommations avec les forces motrices pour notre laminoir et des fours de traitement thermique. Au niveau du gaz naturel, on a un four qui représente 40% de notre consommation, c'est le four de réchauffe des produits avant laminage, donc laminoir à chaud que l'on a. Et une autre partie pour tout ce qui est décapage des aciers et traitement thermique. Et le chauffage représente à peu près 10% de notre consommation globale. Donc je dirais il y a quand même des leviers relativement importants qui peuvent être activés pour travailler sur ces consommations, j'imagine. Lesquels vous avez décidé d'activer pour améliorer cette performance énergétique dans l'entreprise ? Alors au départ on a un peu creusé tous les sujets et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, des nouveaux sujets sont arrivés comme l'hydrogène. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'énergie de demain, c'est peut-être l'énergie de demain, on verra, demain on aura peut-être autre chose. C'est un peu comme le véhicule électrique, c'était parti, on en revient, enfin bon après il y a les pour et les contre de tous les côtés. Donc on a analysé un peu toutes les sources de consommation au niveau de nos outils. Et les premières choses, ça a été un peu ce qu'on a appelé les victoires rapides, donc travailler sur les modes opératoires, le process, à analyser les comportements des opérateurs ou autres, pour enfourner des traitements thermiques dans un four qui est déjà chaud, plutôt que d'en utiliser un froid, etc., etc. C'était un petit peu du gros bon sens. Beaucoup d'organisation en fait. De l'organisation qu'on a améliorée, parce qu'il y en avait déjà beaucoup en place. Le gros bon sens existait déjà, hein, on n'a rien révolutionné, hein, mais on a poussé un petit peu plus sur certains points qui étaient peut-être un peu moins évidents. Et puis après, sur nos outils, là par contre c'est compliqué. On a quand même des gros outils, des outils lourds, des outils complexes. Donc les améliorations sur les outils ont été réalisées, on a encore des optimisations, mais qui passent par des revampings pour certains, mais ça reste quand même compliqué. Compliqué parce que ce sont des gros investissements à faire et que ça a des impacts aussi sur l'outil de production dans la durée. Complètement, oui. Et nos outils ne sont pas prévus pour être modifiés. Et si on voulait faire des économies, peut-être il faudrait qu'on change de technologie ou autre. Là, on va se doter d'un nouvel outil. On n'a pas trouvé plus performant que l'ancien et du coup on va reprendre la même technologie. On est dans des métiers où c'est pas simple de faire des améliorations sur l'outil même. Après on a beaucoup de travail sur les annexes. Donc des choses simples, les groupes hydrauliques qui restent en fonctionnement tous les jours, pendant 7 jours, quand on travaille pas on peut les arrêter. Il y a toutes ces réflexions qui sont à mener sur le travail à vide, la consommation à vide de l'usine. Ouais, tous les mégawattheures qui au final ne servent à rien du point de vue de production, qui ne sont pas productifs. Et si on regarde maintenant le sujet de la décarbonation, c'est quoi votre stratégie et comment vous y êtes pris pour commencer à la mettre en œuvre dans l'entreprise ? Ce qu'on a vu depuis ces dernières années, on a aussi eu une évolution de notre direction. Et aujourd'hui, l'énergie fait partie intégrante, comme l'environnement, fait partie intégrante de la stratégie du GITEX, ce qui n'était pas vrai il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, dans nos actions phares de notre CAP 2025, on a des projets qui sont forts, comme l'hydrogène en fait partie, des projets novateurs. On a des choses plus simples comme la sobriété ou l'efficacité énergétique. Mais on a à peu près tous les projets qui sont regardés. Après, derrière, c'est simple, c'est les investissements qui peuvent être bloquants. Mais aujourd'hui, le groupe nous a donné un objectif de réduction de 20 à 40% en fonction des outils et des branches. Tous les projets ne seront pas forcément réalisés, mais on a quand même réussi à en réaliser quelques-uns, comme une récupération de chaleur pour alimenter le réseau de chaleur de la ville d'Ugine. Donc c'est un des gros projets qu'on a mené et qui me tenait à cœur depuis longtemps. On a un projet d'ombrière photovoltaïque. Là, on est en train de remplacer nos éclairages par des éclairages LED. On explore aussi l'achat d'énergie verte.
ça reste du greenwashing, c'est pas forcément les options qu'on veut faire, mais entre guillemets, c'est des actions faciles. Il suffit de voir avec certains opérateurs. Sachant qu'on est sur un territoire quand même où historiquement on a l'électricité qui est plutôt verte avec l'hydroélectricité. Je dirais même quelque part des entreprises comme Ugitech faisaient partie des pionniers dans la production de leur énergie hydroélectrique au début du siècle dernier. De la même manière, j'imagine, il y a des sujets autour de la méthanisation et du gaz d'origine, on va dire, biologique aujourd'hui qui arrivent également sur ce sujet. Oui, donc aujourd'hui, je parlais des garanties d'origine, on est plus à essayer de trouver des partenariats pour contractualiser ce qu'on appelle des BPA, c'est l'achat de biométhane. Et par ce biais, verdir un peu notre image. On trouve cela plus vertueux, on va dire, que d'acheter des garanties d'origine. Et si on arrive à investir dans des projets qui sont proches de chez nous, ça nous tient encore plus à cœur. Donc on a plusieurs projets d'hydroélectricité qui sont en cours. On a eu un séminaire EDF Hydro il y a peu pour échanger avec eux sur l'origine du Ugitech, le lien avec l'hydroélectricité, et demain on aimerait avoir un partenariat avec eux un peu plus proche pour valoriser la consommation d'énergie verte, puisqu'aujourd'hui on a une centrale à côté de chez nous et les électrons passent chez nous. Donc on les consomme, nous. Ça fait du sens, et je dirais, moi ce que je trouve intéressant, c'est de sortir de cette logique purement d'avoir du certificat papier qui dit qu'on a de l'énergie verte, à avoir plutôt une projection long terme avec les acteurs de la filière pour avoir ce sourcing dans la durée je dirais, soit de gaz, soit d'électricité verte. Tout à fait. Et on a eu aussi un peu une relance sur le sujet avec l'envolée des prix des énergies il y a peu. On a vu que les prix volatiles, c'était complètement très très compliqué au niveau industriel, et on ne pouvait pas durer avec des fois 10 sur le prix de l'électricité, etc. Ça a été un passage très compliqué. Si on avait eu des contrats à long terme, on aurait pu un peu plus facilement passer ces pics. On revient un peu à la réalité du temps long nécessaire à l'industrie. C'est ça. Si on reparle des investissements que tu évoquais, comment est-ce que vous organisez, parce que j'imagine que c'est des investissements qui sont relativement importants du point de vue financier. Comment est-ce que vous organisez pour financer ça? C'est les fonds propres du groupe, il y a aussi des aides, il y a des moyens de les financer par l'endettement. Comment vous pouvez financer en fait cette transition chez vous? C'est comme pour les projets, on explore toutes les pistes. Et les fonds propres, aujourd'hui, ça reste quand même compliqué. Au niveau mondial, on a quand même une crise de l'acier qui est complexe à passer. Mais on a quand même des enveloppes d'investissement validées qui sont en cours de planification. On recherche des partenaires, donc des partenaires qui vont investir pour nous ou qui vont nous aider ou investir en partie, etc. On a des grosses subventions aussi qui arrivent, et souvent par le biais de travaux européens. Donc on a un gros groupe de travail sur l'hydrogène au niveau Europe avec des universités. C'est un petit peu l'obligation des subventions. Il faut qu'on ait un universitaire, il faut qu'on ait un industriel, il faut qu'on ait un chercheur, etc. Et donc avec tout ce panel, on arrive à aller chercher des aides au niveau France, mais aussi au niveau Europe. Tu l'évoquais tout à l'heure, Ugitech est une entreprise industrielle qui est historique sur le territoire savoyard. Comment est-ce que vous avez ancré, comment est-ce que vous avez intégré cet ancrage local dans la démarche? C'est un petit peu la démarche, alors un petit peu facilitée, parce que Ugine, c'est petit. Les gens qui font partie du conseil municipal d'Ugine, je ne veux pas dire que je les connais tous, mais presque. Ils ont travaillé, ou ils ont de la famille qui travaille chez Ugitech, c'est ça? Ils ont travaillé chez nous, on les connaît, donc une relation privilégiée que j'ai eue avec certains élus, validée par le maire et validée par le global du conseil après, pour vraiment avoir un partenariat. Aujourd'hui, notre projet de récupération de chaleur a été financé par la mairie. Et qu'est-ce que ça leur permet? Qu'est-ce que ça permet à la mairie? Et qu'est-ce que ça apporte aux habitants d'Ugine? L'avantage la mairie a financé des taux
on va dire, publiques, chose que nous, on n'aurait pas pu faire à l'époque. Et ça a permis de baisser le coût de l'eau chaude, on va dire, pour tous les gens qui étaient raccordés au réseau. En fait, c'est quoi? C'est la chaleur fatale que vous aviez chez vous et utilisée pour alimenter le réseau de chauffage urbain du GIN, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc on donne notre chaleur fatale à la ville. En contrepartie, ils ont investi dans tout le réseau. Et nous, on a raccordé 3 de nos chaudières sur le réseau urbain. Voilà. Et en global, on supprime l'utilisation de 2 chaudières gaz naturel. L'hiver, c'est une chaudière biomasse qui se met en service. Mhm. Et l'été, c'est 100% Ugitech qui alimente le réseau d'eau chaude. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. La collectivité a pu avoir de l'énergie, entre guillemets, à bas coût, voire à coût zéro, en finançant juste le réseau et les infrastructures. Et vous participez, on va dire, à l'économie locale en fournissant cette énergie qui va permettre de réduire le coût de chauffage sur la ville. C'est ça, complètement. Et pour nous, depuis le début du projet, c'était l'image qu'on a privilégiée. Et c'est pour ça qu'on a donné notre chaleur plutôt que d'essayer de la vendre et de trouver un compromis de prix. On parle souvent de besoin de piloter, d'optimiser tous ces sujets autour de l'énergie. J'imagine que ça veut dire parler de data, de digitalisation. Comment est-ce que vous y êtes pris et comment vous faites le lien entre énergie et je dirais digitalisation dans vos activités? On n'est pas parti de zéro. Je dirais qu'on a toujours compté sur Ugitech. Sauf qu'à une époque, c'était du papier. On relevait les index et on faisait les calculs, etc. Donc pour arriver à connaître la consommation d'un outil, souvent il fallait un mois entre le relevé, les analyses, etc. Ensuite, on s'est modernisé un petit peu, passé avec Excel et d'autres produits. Aujourd'hui, on est arrivé aux limites de nos suivis, avec des suivis par kilowattheure-tonne, des choses relativement simples qu'on est capable de faire sur Excel. J'ai énormément de compteurs, on a une centaine de compteurs électriques et 60 compteurs gaz naturel. D'ailleurs, vous avez beaucoup instrumenté, si j'ai bien compris, ces dernières années pour pouvoir avoir cette finesse de mesure. Oui. Alors, on avait déjà les compteurs, mais ils n'étaient pas reliés à notre historique. C'était des tournées, des rondes pour pouvoir faire les relevés d'index. C'était un relevé manuel et donc on avait des informations mensuelles. Aujourd'hui, on a instrumenté tous nos compteurs pour pouvoir nous permettre de les remonter dans une base de données et pouvoir les exploiter. Et on arrive aux limites de notre Excel. Donc là, aujourd'hui, on a besoin d'indicateurs plus performants pour arriver à mesurer notre performance énergétique, surtout avec ce qu'on connaît aujourd'hui, un mauvais fonctionnement dû aux problématiques de la crise. On voit que quand notre industrie tourne à 100%, mais la tonne, c'est très bien, puisque c'est vraiment l'élément de base. On travaille à 100%, 24 heures sur 24, tout est saturé, c'est vraiment la tonne qui est représentative. Aujourd'hui, il nous faut les heures d'engagement, les heures d'arrêt des outils, etc. Et aussi le mix produit. Ouais. Avec la problématique de l'Asie qui font beaucoup de nuances austhénitiques, on va dire. Nous, on se rabat sur des nuances qui sont à plus forte valeur ajoutée, plus difficiles à faire aussi, mais à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est des nuances qui vont nous demander 2, 3 ou 4 fois plus de traitement thermique, etc., etc. Donc, ce qui veut dire pour vous, c'est d'aller plus dans la finesse quelque part de la mesure des temps productifs, des temps morts, l'énergie qui a été effectivement utilisée à bon escient, de celle qui sert juste à maintenir en chaleur les équipements, en température les équipements, d'être aussi capable de, on va dire nuance par nuance, produit par produit, être capable de ramener la consommation à la tonne. C'est ça un peu ce que tu décris? C'est ça. Donc aujourd'hui, notre gros travail, on a fait un gros travail sur les compteurs. On fait un gros travail sur la remontée des données de production sur tous les outils. Alors îlot par îlot, parce que ça reste quand même compliqué et long. Et l'idée, c'est d'arriver à récupérer toutes les données de production pour pouvoir faire des analyses et ressortir les indicateurs les plus pertinents.
Donc, pour ça, on s'est doté d'un logiciel performant d'analyse informatique. Je cite quand même OIA, sur lequel on travaille aujourd'hui, et qui va nous permettre demain d'estimer nos consommations de la semaine suivante, voire même du lendemain, et ce qui nous permettra aussi d'aller sur des marchés de la flexibilité, qui nous est cher depuis des années, pour pouvoir aider RTE, pour pouvoir aider nos agrégateurs à maintenir un niveau de consommation correcte sur le réseau. Parce que là, c'est un sujet que tu n'avais pas encore évoqué, c'est qu'au-delà de l'efficacité énergétique de la décarbonation, il y a également le sujet de la valorisation des flexibilités de votre outil industriel pour fournir des services au réseau de transport RTE. C'est vrai, et pourtant c'est le sujet le plus ancien que je supporte. On a commencé en 2011 les effacements, et depuis on a toujours été persuadé qu'il fallait qu'on continue sur ce chemin, effectivement pour aider RTE, et on est toujours avec un agrégateur qui nous permet d'accéder à plusieurs offres. Et c'est vraiment un point qui peut aussi nous aider à gagner quelques points de ROI sur des investissements genre électrification ou des choses comme ça qui nous coûtent très cher. Ouais, ça permet d'amener un élément de valeur en plus à l'investissement, au-delà de l'efficience énergétique, le gain de flexibilité qu'apporte l'investissement peut être valorisé de cette manière-là via l'effacement. Oui. Ça fait beaucoup de sujets au final, Jean-Paul, sacrée activité. Et comment on fait pour piloter une telle démarche au niveau de l'entreprise pour embarquer tout le monde? Parce que c'est, du moins, tu l'as pas précisé, mais Ugitech, c'est quand même, je crois, 1200 personnes oui, à c'est Ugine. 1300 personnes 1300. à Ugine. Et aujourd'hui, on veut aussi intégrer nos sites aval, donc sites français, sites italiens et allemands. Et donc, au global, ça représente 1800 personnes. Donc une activité qui est quand même assez importante entre l'acier brut qui arrive chez nous et le fil ultra fin qui sort des usines allemandes. Il y a plein d'étapes que l'on retrouve un peu partout, qui consomment. L'important aussi demain, c'est pour notre empreinte carbone, c'est d'arriver à avoir la consommation pour chaque ligne de produit. Et ça, on pense que demain, nos clients vont nous le demander. Comme aujourd'hui, si les garanties d'origine font partie d'une offre verte qu'on a instaurée, demain, on veut être capable de donner un certificat de consommation sur nos nuances et peut-être favoriser des nuances par rapport à d'autres vis-à-vis des choix, parce que c'est là elles consomment moins. Ça va faire évoluer etc. votre mix produit. C'est ça. Et ce qui veut dire que là, la data, c'est indispensable pour être capable d'amener cette traçabilité à la maille de la famille de produits, voire même de l'ordre de fabrication quelque part. C'est ça. Et aujourd'hui, on se pose la question, on a 350 nuances. 350 nuances, donc on est des épiciers, et est-ce qu'on a vraiment besoin de produire toutes ces nuances qui sont compliquées à gérer? Parfois, on a besoin d'un bloom, mais nous, on ne sait pas faire, on est obligé de faire 20 tonnes. Voilà. Donc, c'est du stock à gérer, c'est beaucoup de choses à voir, et ça doit faire partie aussi de nos réflexions futures, qui vont être aidées par tous ces outils informatiques qu'on n'a pas aujourd'hui. Pour conclure, avec le recul que tu as sur le sujet, quels seraient tes conseils pour réussir une telle démarche? Donc les conseils, je dirais que la base, c'est de compter au plus proche des outils, de savoir leur consommation journalière, leur consommation en charge, leur consommation à vide, vraiment avoir le détail sur tous les outils, et ensuite analyser tout ça pour définir ce qui consomme le plus, le moins, ce qui peut être évité. Ce que je disais tout à l'heure, les victoires faciles. Et là, il faut des hommes à mettre derrière nos machines, des hommes qui connaissent nos outils, qui connaissent le cœur de nos outils pour arriver à maîtriser un peu mieux toutes ces consommations. Donc un bon réseau de comptage, c'est nécessaire. Et après, c'est quand même pas suffisant. On peut résoudre beaucoup de choses, suivre beaucoup de choses avec Excel. Mais c'est comme je disais, il faut après derrière accepter ses limites et aller un peu plus loin avec des outils plus performants. Je pense que se doter d'un outil comme
comme OIA, ce n'est pas du luxe. Et en plus de mon besoin, parce que l'origine, ça a été le suivi des énergies pour l'optimisation énergétique, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau de la production, on va pouvoir avoir des éléments beaucoup plus fins pour nous permettre d'optimiser les productions. Et quoi qu'il en soit, si on optimise la production, on gagne en rendement et on gagnera en énergie. Après, l'autre partie que je dirais qui est importante, c'est que j'ai vu dans ces dernières années, c'est l'adhésion de la direction. Moi, je pense qu'ils m'ont toujours fait confiance et ils m'ont toujours suivi, des fois poussé, mais sans budget, c'est compliqué de faire des choses. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, je vois vraiment que tout est partagé par la direction, c'est intégré dans la stratégie et on voit que l'ouverture de demain, elle passera par l'énergie. Donc en gros, une grande cohérence entre la stratégie, la direction et au final l'exécution, le terrain. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup Jean-Paul d'être venu. Merci d'avoir partagé avec beaucoup de détails ton expérience. Merci à vous pour votre écoute et le partage.